Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Nous allons évoquer aujourd'hui la question des rémunérations et des avantages occultes. Pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite notre experte Claire Garabédian de la rédaction fiscale. Bonjour Claire. Bonjour Marianne. Alors Claire, avant de passer aux questions de nos abonnés, est-ce que vous pourriez juste nous planter un petit peu le décor et rappeler à ceux qui nous regardent ce qu'est une rémunération et un avantage occulte? Oui, alors ce qu'il faut retenir, c'est l'article 111C du Code général des impôts qui en fait opère une distinction entre les rémunérations et les avantages occultes. Bon, au final, c'est traité de la même manière. Les rémunérations occultes, en fait, rémunèrent un service dont le bénéficiaire n'est pas identifié. C'est-à-dire que la charge peut être comptabilisée dans les comptes de la société, mais le bénéficiaire n'est pas identifié. Alors que les distributions occultes, au contraire, elles peuvent être ou non comptabilisées dans les charges de la société, mais ça correspond plutôt à une recette dissimulée ou à une dépense en fait personnelle d'un dirigeant qui est prise à la charge de la société alors que cela ne lui incombe pas. Donc voilà la différence principale. Par exemple, pour une rémunération occulte, ça serait une charge passée en comptabilité non pour un bénéficiaire non identifié, pour un montant de 6 000 €. Par exemple, on fait un chèque au porteur, il est encaissé, on ne donne pas le bénéficiaire. Donc ça, c'est une rémunération occulte. Et à l'inverse, une distribution occulte, ça peut être la mise à disposition gratuite d'un logement pour le dirigeant, par exemple, qui ne devrait pas être pris en compte par la société. Ou une vente sans facture dont on ne donne pas le bénéficiaire. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut évoquer les enjeux de cette question, aussi bien sur le plan fiscal, comptable ou encore sur l'assiette de la sécurité sociale? Alors, c'est surtout des enjeux fiscaux. Ce qu'est concrètement, donc ça se passe à la suite d'un contrôle fiscal où l'administration en fait va identifier et requalifier ses revenus. Et ces revenus vont être qualifiés de revenus distribués. Donc ces revenus réputés distribués, ils sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers. Donc pour le bénéficiaire, ça veut dire que ça va être imposé au PFU, à la flat tax d'environ 30% au titre de l'impôt sur le revenu. À cela va s'ajouter en fait une majoration de l'assiette de 25%. Côté IS, donc côté impôt sur la société pour l'entreprise qui va avoir des rehaussements, la charge donc de ces rémunérations, de ces distributions occultes ne va pas être considérée comme déductible. Donc c'est moins déductible, ça va venir en majoration du résultat, donc vous découlez les rehaussements. Et puis à tout cela s'ajoutent bien sûr les pénalités pour manœuvres frauduleuses, de retard, etc., qu'on connaît en contentieux fiscal. Très bien, merci pour cette piqûre de rappel. On va passer maintenant aux questions des abonnés. On démarre avec la question de Christine. Christine est avocate. Elle nous demande quels sont les principaux critères retenus par l'administration pour caractériser les rémunérations et avantages occultes. Alors, outre l'existence d'un avantage ou d'une rémunération, il y a 3 conditions qu'on va retrouver en fait. C'est que la rémunération ou l'avantage ne doit pas avoir été octroyé dans l'intérêt de l'entreprise. Il y a également l'élément intentionnel et puis le fait que la rémunération ou l'avantage doit être occulte comme son nom l'indique. Et en plus, juste une petite précision, en fait, l'administration peut mettre en place une procédure spéciale au cours du contentieux, la proposition de rectification avant ou après. Elle peut demander à la société en fait de désigner les bénéficiaires. Mais même si la société désigne les bénéficiaires, si le bénéficiaire n'a pas expressément et clairement accepté les rehaussements qui en découlent, cela ne sera pas opposable justement à ce bénéficiaire. C'est pas parce que l'administration, la société désigne quelqu'un qu'automatiquement ça vaut preuve que c'est effectivement la personne qui a appréhendé les sommes litigieuses. Donc la charge de la preuve restera continuera à peser sur l'administration fiscale. D'accord. Sur la précision pour le caractère occulte, notamment. Oui, merci pour cette précision claire. Alors, on continue avec la question d'Angélique, chef comptable, la voici. Quelles sont les principales défenses pour contrer la qualification de rémunération et avantages occultes? En fait, il va falloir contester chaque critère qu'on a énoncé. Donc, sur la question du premier critère, l'avantage occulte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Donc là, l'administration va devoir prouver la perception de l'avantage, mais également prouver que cette rémunération, cet avantage a été accordé
en contradiction avec l'intérêt de l'entreprise. Premier critère, donc. Deuxième critère, il faut prouver que on peut axer la défense sur le fait que la rémunération, l'avantage est occulte. Donc c'est le cas soit parce que la comptabilité n'en fait aucune mention, soit parce que c'est mentionné dans la comptabilité, mais pas de façon suffisamment individualisée ou précise, ou que ça ne respecte pas l'ensemble des règles comptables qui sont en vigueur. Donc deuxième axe, et donc à l'inverse, si l'avantage qui est perçu est clairement individualisé ou précisé en comptabilité, là l'administration ne peut pas le regarder comme occulte. Oui, donc pas caché. Voilà, exactement. Et également signaler le fait que lorsque la comptabilité ne respecte pas toutes les normes, enfin, je pense notamment à l'état en fait, des frais généraux. Cette obligation, on doit lister un certain nombre de charges dans les frais généraux. Si ça n'a pas été respecté, ça ne suffit pas à caractériser l'avantage occulte. D'accord. Encore une fois. Et le troisième élément donc, sur lequel on va chercher à se défendre, c'est l'élément intentionnel. Donc là, l'administration doit enfin apporter la preuve d'une intention pour la société d'octroyer une libéralité, mais aussi pour le bénéficiaire de recevoir cette libéralité. Donc là, on parle d'intention libérale. Donc par exemple, la circonstance qu'une société créancière n'ait pas demandé au débiteur le paiement de sa dette, ça ne suffit pas en fait, à elle seule à établir que la créance a été abandonnée au profit du débiteur. Ça ne suffit pas à prouver que c'est contraire à l'intérêt de la société, ni qu'il y aurait existé une intention pour les parties de donner et de recevoir cette libéralité. Voilà. C'est toujours un peu compliqué sur la notion d'intention libérale, mais néanmoins, quand même, l'administration peut établir une présomption d'intention libérale dans certaines situations, par exemple des liens familiaux qui existent entre celui qui vend à un prix majoré et les associés de la société, par exemple la acheteuse. Voilà, là, ça crée une présomption d'intention libérale, on a de la jurisprudence dessus qui est clairement établie. D'accord, très bien, merci Claire. On termine avec la question de Stéphanie, directrice comptable, qui souhaite savoir quels sont les délais de reprise de l'administration en matière de rémunération et avantages occultes. En fait, on est complètement dans les délais classiques de reprise de droit commun de l'administration. Donc, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, on parle d'un délai de reprise de 3 ans. Donc, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2022, là, jusqu'à la fin de l'année, ça concerne l'année 2019. Elle pourrait remonter jusqu'à 2019, voire 2018 pour les conséquences de l'impôt sur le revenu. D'accord. Vraiment des délais classiques. Après, en dehors du délai de droit commun de 3 ans pour l'IR et l'IS, on a un délai de reprise de 10 ans en cas de découverte d'une activité occulte. Mais attention sur la notion de définition de l'activité occulte, c'est lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et qu'il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises, ou qui s'est livré à une activité illicite, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale. Voilà, c'est vraiment des cas précis pour le délai de 10 ans. On a également une autre exception, c'est qu'on peut avoir un délai de rallongé de 2 ans, délai de reprise donc, où l'administration peut contrôler, qui peut être étendu de 2 ans supplémentaires lorsque l'administration a fait une découverte d'agissement frauduleux qui a entraîné un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. Très bien. Merci beaucoup Claire pour votre précieux décryptage et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Et merci à vous aussi, chers abonnés, de faire vivre ce rendez-vous avec toutes vos questions. C'est la fin de ce 3 questions sûres sur le sujet des rémunérations et avantages occultes. Je vous conseille de jeter un œil à l'ouvrage Dividendes distribution référence RF 2022-3 que Claire a mentionné déjà plusieurs fois. Dans cet ouvrage bien synthétique, vous retrouverez des informations détaillées sur le régime fiscal des revenus distribués. Et puis si vous appréciez ces rendez-vous avec nos experts et nos expertes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et pensez à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir, vous le savez, dans votre newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.